Bien, allez, une dernière porte qui s'ouvre. Bienvenue. Installez-vous. On a l'écho. Bien, alors mesdames, messieurs, bonsoir d'abord. Bienvenue dans cet espace pour l'évasion, ça s'appelle, une magnifique salle. C'est donc Ambarès et La Grave qui nous accueillent aujourd'hui. On va essayer en moins de 2 heures, en tenant vraiment le pari, d'une part de présenter cette évaluation des risques sanitaires liés aux émissions atmosphériques industrielles, de 2 ou 3 points de vue différents. D'abord, on va essayer de comprendre ce que c'est qu'une étude de risque sanitaire, parce que c'est loin d'être évident. Je veux dire, quel que soit l'acteur, on va voir, c'est loin d'être évident. Ensuite, on commentera les résultats. On va les donner d'ailleurs assez vite. On va les approfondir certainement, les nuancer peut-être un peu. Donc vous excuserez ma première partie, c'est une partie que je vais essayer de présenter assez pédagogique, c'est-à-dire assez rapide. Et présenter les études de risque sanitaire très rapidement, ce n'est pas forcément évident. Surtout quand on suit les méthodologies classiques, qui sont celles qui sont prônées en particulier par l'INERIS. Donc voilà. Et puis après, tout de suite, et assez vite d'ailleurs, on posera les premières questions, si vous le voulez bien, de façon à éviter un monologue d'1 heure, avec mes 2 co-animateurs ce soir, Madame le DVA qui vient de Nantes et du bureau Burgeap qui a réalisé, vous allez voir, pratiquement l'étude de risque sanitaire, avec nous, les partenaires, le S3PI que je présenterai rapidement aussi, et puis M. Bourquin, qui est de l'ERAC, qui a participé également à cette étude de risque sanitaire et qui reprendra la participation de l'ERAC et puis peut-être étendra un petit peu la problématique. Alors d'abord, quel est l'objectif? On a lancé ça en 2006, donc on peut penser que c'est assez éloigné déjà. Quel est l'objectif d'une étude de risque sanitaire? Alors, comme vous le voyez sur la première partie, c'est bien sûr d'estimer l'effet des émissions atmosphériques industrielles sur la santé des populations de la presqu'île. On va voir d'ailleurs qu'il n'y a pas uniquement la presqu'île. Il y a une zone d'étude qui la dépasse un peu. Déterminer par rapport à ça des axes de progrès, donc ça c'est très important. Si on voit qu'il y a des choses qui ne vont pas ou qui pourraient aller mieux dans le cadre d'une amélioration continue, on essaie de voir ce qu'on peut faire pour qu'on mette en perspective cette ERS et qu'on puisse avancer. Mettre en place un programme d'action si c'est nécessaire. Donc, quand on aura terminé la présentation aujourd'hui, le S3PI se réunira de nouveau et puis peut-être qu'il y aura des choses complémentaires à faire. De toute façon, c'est un peu le travail de tous ces acteurs au S3PI de faire ça. Alors, ce que je viens de présenter là, c'est quoi? C'est typiquement ce qu'on appelle le rôle du S3PI. On travaille donc dans le domaine industriel, sur tous ces aspects, vous allez voir, très rapidement. On peut faire des études. On travaille tous les acteurs ensemble. Ça aussi, c'est très important. Et on essaie, un peu moins qu'on le fait habituellement, de découper les problèmes de sécurité en tranches de saucisson. C'est-à-dire on travaille tous ensemble, plusieurs industriels. On ne s'intéresse pas qu'à l'effet d'une pollution industrielle, d'un industriel sur la population. Ça, ils le font souvent d'ailleurs dans ce qu'on appelle les études d'impact. Dans l'étude d'impact, il y a obligation d'étudier tous ces flux et les effets que provoquent les flux dans le fonctionnement nominal du système de production en question. Donc on le fait déjà. Donc nous, au S3PI, on s'intéresse plutôt à un travail qu'on peut faire en commun et qu'on ne pourrait pas faire seul, aussi bien quand on est industriel, quand on est une association, quand on est un service public ou quand on est l'État. Donc c'est ça l'intérêt, en fait, de se regrouper pour travailler. Alors, l'ERS, ce qu'on appelle l'étude de risque sanitaire, c'est typiquement ce que peut faire un S3PI, c'est-à-dire travailler à plusieurs partenaires sur un temps assez long quand même pour essayer de
s'intéresser en fait à la sécurité d'un territoire, d'accord, de ce point de vue. Alors, on va voir, on va rentrer dans le détail, il y a une espèce de problématique un peu générale pour l'étude de risque sanitaire. L'étude de risque sanitaire, ce n'est pas une étude épidémiologique. Beaucoup de gens dans les réunions publiques en France, puisqu'il y en a un certain nombre qui ont été faites ailleurs, souvent on mélange, y compris le public. Il faut bien savoir ce qu'on fait et ce qu'on peut tirer d'une étude de risque sanitaire. Alors je l'ai dit, je l'ai marqué ici, ce n'est pas une étude épidémiologique. Vous savez, dans une étude épidémiologique, on ne part pas des maladies pour en rechercher les causes. D'accord ? Je dirais là, c'est plutôt l'inverse. C'est-à-dire qu'on part d'émissions dans ce qu'on appelle habituellement l'environnement, qui pour nous ce soir c'est l'atmosphère, pour essayer, en fonction d'un certain nombre de règles, en fonction d'un certain nombre de caractéristiques, en fonction d'un certain nombre de bases de données, essayer de trouver les effets que ces émissions peuvent avoir sur la population. Donc vous voyez, on le fait en extrapolant, c'est-à-dire qu'on n'étudie jamais les maladies sur les populations dans ce cas-là. Hein, voilà. Alors donc ça, on va y revenir parce que c'est relativement important pour comprendre les résultats qu'on va produire ce soir. Ensuite, depuis 2006, il y a eu des phases. C'est une étude qui a été initiée donc, par le S3PI il y a maintenant longtemps, dans une réunion, je me souviens, à l'université, où étaient d'ailleurs présents un certain nombre de maires qui sont là ce soir. On a essayé de dire, bon, mais arrêtons de travailler dans ce S3PI de la presqu'île d'Ambès uniquement sur le risque industriel. Alors que dans beaucoup de régions de France, c'est l'inverse. Les S3PI travaillent beaucoup sur les problèmes de pollution, de milieu, d'effets sur la nature, etc. Nous, à Bordeaux, c'était le préfet Frémont qui avait lancé ça il y a déjà plus d'une dizaine d'années, on a essentiellement travaillé au début sur les problèmes d'explosion, d'incendie, les problèmes liés à ce qu'on appelle traditionnellement le risque majeur. Ici, ce n'est pas ça. Ici, on va travailler sur des effets qui sont des effets chroniques, c'est-à-dire qui sont dus à des flux chroniques prévus dans le fonctionnement nominal de toutes nos installations industrielles. Donc là aussi, il y a une petite différence. Et donc, c'est intéressant d'aborder pour la première fois dans ce S3PI ce type d'études. Alors, on l'a mené jusqu'en 2009. Donc, il y a d'abord une pré-étude, puis il y a tout un tas de phases, des réunions des acteurs, c'est-à-dire tous les acteurs participent, les associations y compris. Puis ensuite, la phase d'études techniques se met en place. Il y a des résultats, et puis ces résultats aboutissent à un certain nombre de spécifications pour améliorer la situation. Voilà, donc c'est en gros comme ça que ça s'est déroulé. Cette étude a été financée essentiellement par les collectivités et les entreprises. Voilà, au sens large, présenter globalement ce que c'est. Alors, rapidement, 24 sites industriels, 84 sources d'émissions de polluants atmosphériques. D'accord ? Identifiés, 60 polluants pris en compte dans cette ERS, dont 31 étudiés parmi les plus toxiques et les plus cancérigènes. Il peut y avoir des polluants qui n'ont aucun effet. À ce moment-là, on ne les étudie pas. Dans le cadre de l'ERS, ça pourrait avoir un intérêt dans d'autres cadres. Hein, bien des études dans d'autres cadres ont été faites de pollution atmosphérique, de gènes dus à des odeurs, etc. Là, ce n'est pas du tout ça qu'on fait. On s'intéresse donc à ces 31 polluants étudiés, toxiques et cancérogènes. Alors, quand on a passé tout ça à la moulinette de l'ERS, que je vais vous présenter rapidement dans un instant, eh bien, 4 valeurs ressortent, qui sont à la limite du doute. On va voir tout à l'heure, Mme le DVA va nous présenter ça avec plus de pertinence et puis une précision que je n'aurai pas, moi. Le SO2, le butadiène, le benzopyrène et le benzène. Donc voilà, 4 substances. On va montrer comment et à partir de quels résultats sur lesquels on a pu discuter. Et puis après, en 2010, pour arriver en 2013, il s'est passé des choses. C'est-à-dire qu'une ERS, ça se fait pendant un certain temps, puis après, il y a les modifications, les études complémentaires, etc. Donc, nos amis industriels, au S3PI, par rapport aux résultats de l'étude, et dans le cadre de leur amélioration continue, je ne dis pas que c'est l'étude forcément ERS qui a forcément déclenché ça, c'est aussi l'étude, c'est le fonctionnement nominal de tout ce que sont les installations industrielles, eh bien, ont apporté des réponses qui sont des réponses à ces 4 valeurs à la limite du doute. Donc il y a des choses qui ont été faites, donc on essaiera aussi de faire un peu le bilan
de qu'est-ce qui peut être fait. Et puis ensuite, eh bien, peut-il y avoir une suite? Donc, peut-il y avoir une suite? C'est la prochaine réunion du S3PI. On fera un bilan. Peut-être que j'aurai l'occasion, moi ou d'autres, d'aller, j'allais dire, sur les territoires, voir les associations, ou discuter, donc demander, c'est tout simple, hein, puisque, bien sûr, par rapport à la population de la presqu'île, en termes de restitution, aujourd'hui, on n'a pas la population représentative, j'allais dire le vrai. Il y a des citoyens, mais bon, sur la presqu'île, il y a quand même beaucoup de monde. Donc peut-être que ça va intéresser de façon encore plus locale, après cette réunion un peu générale, eh bien, des différents partenaires. Alors, il y a deux difficultés lors de la restitution d'une ERS. C'est d'abord comprendre ce que c'est, donc je vais y revenir un peu dessus, voilà. Et après, comment interpréter les résultats. Donc, ce n'est pas deux choses qui sont séparées, mais on s'est rendu compte que ces deux types de problèmes étaient tout le temps rencontrés chaque fois qu'en France on faisait une présentation d'études de risques sanitaires. Alors, deux mots des acteurs, c'est-à-dire de ceux qui l'ont lancé et des entreprises qui ont participé à cette étude de risque sanitaire. Alors, qu'est-ce que c'est le S3PI? Qu'est-ce que c'est ce machin? Il y a encore un machin de plus, il y a les clics, les S3PI, bon, voilà. Alors, ça s'appelle le secrétariat permanent pour la prévention des pollutions et des risques industriels. C'est un nouveau libellé depuis 2008 ou 2009. Ce sont en fait des acteurs qui se regroupent pour mieux connaître, afin de les réduire, bien sûr, les pollutions et les nuisances qui résultent des activités industrielles et qui préviennent également, qui aident à la prévention. Ce n'est pas la seule structure, bien sûr, mais qui aident à la prévention en commun des risques technologiques majeurs. D'accord ? Donc souvent, ce qu'on fait au S3PI, c'est qu'on fait mieux, on essaie de faire mieux que la simple réglementation. C'est très important, la réglementation. C'est le garde-fou dans une société. Le droit et la réglementation. Mais des fois, au S3PI, on peut aborder des choses qui ne sont pas forcément des choses réglementaires. D'accord ? Donc ça aussi, il faut le savoir. Alors comment on fait ? On s'appuie sur les attentes et les obligations de concertation et d'information, puisque ça, je vous rappelle que c'est obligatoire, à la fois de la part des industriels, mais à la fois également des maires, les collectivités, etc. Il y a une obligation d'information, et il y a même actuellement, je sais que c'est un peu contesté, mais une obligation de concertation. Parce qu'on dit souvent, on informe. Alors on informe, vous savez ce que c'est, hein. Il y a ceux qui savent qui informent, ceux qui ne savent pas. Bon. Actuellement, c'est même pas ça, c'est même concertation. Il y a une obligation de discuter sur un certain nombre de points. Ça vient de Rio, ça, hein, du sommet de Rio, c'est déjà vieux comme Hérode, j'allais dire. Et il y a cette obligation. Et on s'appuie là-dessus. C'est-à-dire qu'on ne s'intéresse pas forcément à des problèmes uniquement réglementaires au S3PI. On peut traiter des choses qui sont différentes. Et les S3PI de France ne s'en privent pas. Et enfin, encourager la culture partagée. Alors ça a l'air d'être le truc, la tarte à la crème, vous voyez, quand on parle de culture partagée. Je vous rappelle que le pôle évasion, ici, c'est un pôle culturel, hein, dans Barrès-et-Lagrave. Donc ce soir, on est parfaitement dans ce cadre-là. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est, hein, cette culture partagée? C'est comment des gens peuvent réfléchir pour réfléchir ensemble, même s'ils ne sont pas d'accord. Dans la société, personne n'est d'accord. Des fois, on n'est même pas d'accord avec soi-même. Alors imaginez-vous, dans la société, ce n'est pas possible. Mais essayez quand même d'encourager cette culture partagée en acceptant de discuter, de se frotter avec des arguments, bien sûr, parce qu'on a quand même une approche qu'on veut un peu scientifique, hein, sur ces sujets. L'autre élément, c'est que le S3PI, c'est un territoire. Les autres instances, c'est souvent une petite zone ou une zone proche d'une usine, etc. Je pense au CLIC, je pense... Alors, là, on essaie de travailler sur des territoires, c'est-à-dire qu'on soit à Bassins, à Barrès-et-Lagrave, qu'on soit à Saint-Louis-de-Montferrand, qu'on soit... Bon, les problèmes sont les mêmes pour les maires. Un peu différent peut-être pour les citoyens, etc. Donc c'est de ça qu'on doit discuter. Tous ensemble, en parlant comme on a envie de parler. Il n'y a pas de censure. Alors les voilà, les entreprises, je l'ai cité tout à l'heure. Donc il y a des grandes, des plus petites. Normalement, classiquement, les S3PI travaillent sur les entreprises dites Céveso, c'est-à-dire celles qui sont dites à haut risque. Mais bon, on travaille en fonction de la pertinence, c'est-à-dire tout le monde est invité de la part de nos amis industriels. Michelin, bien sûr, Union In Vivo, le port de Bordeaux également, qui a participé, y compris, je crois, au financement de l'étude. Soval Prociner, Cobogal, Cetelec, Foresa, Yara, SPV, etc. Cerex Agri, vous voyez, il y en a qui sont plus ou moins grosses. Et puis c'est des secteurs qui sont des secteurs qui peuvent être quelquefois un peu différents aussi. Hein, donc c'est aussi...
Bon, on sait que les pétroliers ont l'habitude de travailler avec les pétroliers, les chimistes avec les chimistes, c'est partout pareil, hein, les associations c'est pareil, les services publics c'est pareil. Bon, on va le voir, hein, tout le monde n'a pas forcément les mêmes logiques, les mêmes façons d'apprendre les problèmes. Ce sont ces entreprises-là qui sont impliquées dans l'étude des risques sanitaires. Ensuite, les autres acteurs. Alors il y a les assos, je les ai mis ici en bleu. Sabarège, Claireau-Barrède, Vivre avec le fleuve, la CEPANSO, Agir pour un meilleur environnement, à Bassens, etc. Il y a les services publics, bien sûr, l'ARS, la DAS, le SDIS, l'ADREAL, etc. J'ai mis ceux qui ont travaillé assez longtemps sur cette étude de risque sanitaire, qui ont été là vraiment fidélisés là-dessus. Il peut y avoir sur d'autres sujets, d'autres partenaires avec qui on va travailler. Et puis ensuite, bien sûr, les collectivités. Alors, remarquez ici la métropole, la communauté urbaine de Bordeaux, et puis les mairies, bien sûr, et celles qui ont été le plus impliquées, et déjà depuis un certain nombre d'années, sur ces sujets-là, c'est Bassens et Ambès. Pour réaliser une étude de risque sanitaire, dans le cadre du S3PI, on s'adresse à un bureau d'études qui va donc mettre en place une méthodologie, qui est la méthodologie des ERS, tout à fait classique, la plus orthodoxe et scientifique possible. Ça a été le bureau Burgiap qui a été choisi il y a maintenant quelques années. Et puis dans le cadre de l'étude, je vais vous montrer tout à l'heure, en particulier pour caler des modèles de diffusion de polluants atmosphériques, etc., on a été amené à travailler avec les gens qui travaillent de façon locale sur ces sujets, et en particulier donc l'ERAC. Monsieur Bourquin nous en parlera également. Alors, très vite, qu'est-ce que c'est qu'une ERS ? Je vous présente un petit modèle, une petite représentation toute simple. Comme elle est simple, elle est fausse. Vous voyez, c'est toujours vendu avec. Mais on va essayer peut-être de l'approfondir un peu, de la nuancer, et puis on peut aller jusqu'aux questions précises, si vous le souhaitez, parce que nous avons tous les spécialistes ici. Alors, il y a d'abord des sources. Alors, je vous rappelle que pour nous, les sources sont les sources industrielles, c'est les émissions de polluants toxiques dans l'atmosphère. D'accord ? Voilà. Donc, il va falloir, dans un premier temps, recenser toutes ces sources. Tous les produits. Regardez les émissions, canalisées ou non, prévues dans le fonctionnement nominal du système. C'est du réel, mais c'est le fonctionnement nominal. C'est-à-dire, il n'y a pas les accidents. Ce qu'on pourrait appeler l'accident, entre guillemets, là, c'est pas forcément mettre un grand A. C'est-à-dire, un rejet à un moment parce qu'il y a eu un problème dans le process. Le dysfonctionnement fait partie du fonctionnement des systèmes, pratiquement. Et donc, voilà. Donc, ça ne prend en compte que les émissions qui sont les émissions régulières, qui sont évaluées, je devrais dire plutôt estimées par rapport à la production. On ne fait pas de mesures véritablement, on peut le faire quelquefois. Des mesures complémentaires, on peut être faites. Mais on peut le faire uniquement en disant, bon, je ne sais pas, je prends un exemple, telle torchère, ça a 91% de taux de rendement pour abattre tel ou tel type de polluant. Bon, très bien. À ce moment-là, on va dire 99%, donc il reste 1%. Donc on va faire le calcul dans la journée, dans l'année, et puis voilà comment on va faire. Donc ça, c'est ce qu'on pourrait appeler un travail sur les sources, c'est-à-dire sur les polluants eux-mêmes, leur origine. Et on le fait sur les 24 entreprises, pas une par une, sur les 24. Alors ça, c'est intéressant parce que, avec ce qui suit, c'est-à-dire le phénomène dangereux qui suit ça, c'est-à-dire ce qu'on appelle la pollution, je rappelle la définition simple, qui est celle partagée normalement actuellement par tout le monde, d'accord, y compris les gens qui ne sont pas spécialistes. Une pollution, c'est un flux de polluants atmosphériques. Donc il y a des caractéristiques de nature, de concentration, ça va être intéressant, bien sûr, savoir quelle est la concentration d'un polluant, et puis également des caractéristiques de temps d'émission, est-ce que c'est continu, chronique, ici c'est chronique, c'est ça qu'on prend en compte, et d'espace de diffusion. Donc c'est ventilé dans un espace, et il y a des modèles actuellement qui permettent de calculer, en fonction des sources, en fait, l'espèce de nuage, en fonction de plein de caractéristiques, on va voir le terrain, les vents, etc., la caractéristique du produit, qui permettent de dire, ben voilà, on va faire des espèces de cartes de concentration à partir de modèles de diffusion. Ces modèles sont mathématiques, ce n'est pas des trucs qu'on va forcément évaluer sur le terrain. Alors, pour éviter de faire des choses un peu trop mathématiques, on essaie de le caler, le modèle. C'est-à-dire qu'on prend un ou plusieurs polluants, et puis on se dit qu'on mesure habituellement, donc c'est là que M. Bourquin va nous dire des choses peut-être tout à l'heure, et puis à partir de ce polluant, on essaie de regarder si le modèle donne la même chose que ce qu'on a tous les jours quand on fait la mesure sur le terrain. Voilà. À ce moment-là, on cale le modèle. Donc, on a cette pollution atmosphérique qui arrive au niveau des enjeux, des populations. On les appelle les populations réceptrices dans l'étude qu'on
qu'on a réalisé, nous. Et là, il faut modéliser les effets. C'est-à-dire que quand vous avez le polluant qui arrive, il y a une exposition, comme on dit en toxicologie, en fait, une exposition à un toxique. Donc il faut calculer en fonction de l'âge de la personne exposée, un enfant, un adulte, etc. Il faut calculer la dose qu'il peut récupérer et savoir si cette dose peut produire un effet. Donc ça, ce sont des études qui sont faites sur des modèles. C'est-à-dire que là, on ne va pas regarder les maladies dans les populations, regarder si tel ou tel citoyen, à tel ou tel endroit, a tel ou tel problème. Ce n'est pas du tout comme ça qu'on fait. C'est une extrapolation en fait, du modèle vers les faits. Et à partir de ça, on détermine en fait, pour chacun des polluants qu'on a pris en compte, ceux qui posent le plus de problèmes. Et c'est ceux-là, les 4 que je vous ai cités tout à l'heure, la SO2, le butadiène, c'est ces 4 polluants-là qui sont, on va le voir, à la limite, il n'y a aucun problème particulier du point de vue réglementaire avec ces polluants, mais on peut discuter, puisqu'on arrive dans des zones qui sont des zones dans lesquelles on peut avoir un doute, même si c'est excessivement faible. Ça s'appelle l'évaluation des risques sanitaires, et ça se fait en essayant d'évaluer un excès de risque individuel. C'est-à-dire, parce que je suis soumis à ces polluants particuliers, de combien j'augmente mon risque, si on peut employer ce terme-là, et je mettrai risque entre guillemets, puisque ce n'est pas la définition que j'ai donnée tout à l'heure. Voilà, alors c'est classiquement ce qu'on appelle une problématique avec un aléa industriel prévu, un phénomène dangereux qu'on a au milieu, et puis ensuite une population réceptrice avec des enjeux, une vulnérabilité. Donc ça va dépendre bien sûr de la distance depuis l'émission, mais c'est plus compliqué que ça. Et puis on permet avec ça de déterminer une gravité des conséquences, une occurrence et une gravité des conséquences. Donc vous allez voir apparaître des probabilités de sur-risque, on pourrait appeler ça comme ça, qu'on va essayer de trouver. Alors voilà, donc c'est ça qu'on peut approfondir un peu. Donc, encore quelques minutes. Je vais prendre ces secteurs un par un et donner quelques résultats comme ça, non pas pour suivre sur le même produit le résultat du début jusqu'à la fin, mais pour expliquer ce qu'est l'étude de risque sanitaire. Et après, il faudra mieux comprendre les produits qui sont les produits les plus susceptibles d'intéresser les populations. Alors voilà la première carte, ça c'est très simple, elle a dû être faite très très vite. C'est déterminer en fait quelles sont les entreprises qui étaient impliquées sur la presqu'île. Je vous rappelle qu'on a rajouté par rapport à la presqu'île au sens strict l'unité d'incinération des ordures ménagères de ce nom, qui a été également rajoutée, que vous avez ici en bas. Voilà, alors vous voyez, il y a plutôt une zone nord, on est d'accord, avec un clic nord, vous savez d'ailleurs ceux qui travaillent sur le risque industriel, et puis plutôt une zone sud avec ce fameux également clic sud, cette zone industrielle dans laquelle on retrouve les entreprises que je n'ai pas besoin de différencier pour l'instant. 24 sites industriels, 84 sources d'émissions, donc là il y a un premier travail bien sûr à faire sur le terrain, 60 substances chimiques, je l'ai dit, et parmi ces 60, on en a retenu 31 au niveau des sources. Alors, pour des raisons variées, il y en a qui ne présentent pas de toxicité particulière, donc il y a ça. Les substances qu'on appelle les traceurs de risque appartiennent à 4-5 catégories ici, en gros. Les polluants généraux, particules NOx, SO2. Les traces métalliques, plomb, mercure, cadmium, etc. Les hydrocarbures aromatiques polycycliques, ce qu'on appelle les HAP. Les composés organiques volatiles, COV, et puis les dioxines. Donc tout ça, ça a été testé. Donc il y a plus, ici, il n'y a pas les 31. Je ne l'ai pas mis, on peut faire le listing. Peu importe. Et c'est parmi ces 31 qu'il y en a 27 qui posent aucun problème et 4 qui sont juste à la limite des problèmes, on va voir, et en particulier sur la partie qui est la partie, entre guillemets, la plus acceptable dans le cadre de l'étude. Voilà. Donc voilà ce qu'on a fait dans cette première partie. Deuxième partie, le flux est diffusé. Donc ce que je vous présente ici, ça n'a aucun intérêt particulier par rapport aux substances, sauf peut-être pour le SO2, c'est pour montrer le type de carte qu'on a quand on passe ces émissions à travers le modèle mathématique de diffusion des polluants dans l'atmosphère. Et donc ça va donner une espèce de cartographie comme ça qu'on a pour toutes les sources d'émissions, tous les polluants qu'on a retenus. D'accord ? Et quand on superpose tous ces nuages, vous voyez, c'est des concentrations, on ne le voit pas bien sur la droite, et plus ça va vers le rouge, plus la concentration du produit est élevée dans l'atmosphère, et plus on va vers le bleu clair, plus elle est faible.
Donc c'est à partir de ces concentrations pour les 31 substances qu'on détermine ce qu'on va appeler la zone d'étude. C'est-à-dire, c'est là, on voit bien ce qui peut être impacté en termes de population en fonction de ça. Alors à gauche, il y a l'hexane, je crois. À droite, c'est le SO2. Donc ça permet aussi de voir quelles sont les sources, qui sont les sources principales, bien sûr, puisque toutes les entreprises n'émettent pas tous ces polluants atmosphériques. Donc vous voyez, c'est ça un peu la complexité. C'est ça aussi qui est intéressant, c'est que ça permet de voir un petit peu sur un territoire, faire un peu le bilan de ce qui est émis et la façon dont c'est diffusé. Alors ce que vous avez là, le triangle, je ne sais pas s'il est bleu ou noir, c'est 900 km². Ça correspond à la zone d'étude. Ça fait un peu moins de 1000 km² pour ce qui concerne l'étude de risque sanitaire. Et ça a été fait aussi maintenant, il y a relativement longtemps. Et j'ai choisi le SO2 parce que c'est à partir de ce SO2 qu'on a également calé le modèle. C'est-à-dire qu'on s'est assuré que ce qui se passait dans la réalité et ce qui était calculé à partir du modèle mathématique, que c'était convenable. C'est-à-dire qu'on était bien dans les clous du point de vue scientifique. Les scientifiques aiment bien ça, tout le temps, regarder si effectivement ce qu'on fait, ça correspond à quelque chose qui est un peu proche de ce qui se passe dans la réalité. Et pas toujours utiliser des modèles d'extrapolation qui, quelquefois, ne veulent pratiquement rien dire. Alors ensuite, substance par substance. On va les classer également, à seuil et sans seuil. On y reviendra peut-être tout à l'heure. On va rechercher pour ces substances-là, finalement, si on a dans la littérature, dans des bases de données, des banques de données, en France, mais aussi ailleurs, en Europe ou ailleurs, si on a ce qu'on appelle des valeurs toxicologiques de référence. Alors comment on pourrait présenter ça? Ce sont des valeurs qui font la relation, c'est marqué ici, entre la dose administrée et la survenue d'un effet toxique. D'accord? Alors, pour les substances à seuil, quand on est au-dessus de cette concentration, on peut avoir la maladie. Quand on est à dessous, on n'a jamais déterminé qu'on pouvait avoir la maladie. Et alors, pour les substances qui sont appelées, lesquelles j'ai traité, les substances sans seuil, eh bien, souvent, ce qu'on appelle aussi les cancérigènes, c'est ce qui est marqué au moins dans le document qui m'a été donné par Burgiap, eh bien, à ce moment-là, on ne fait pas cette hypothèse. On fait l'hypothèse qu'il suffit d'être exposé à la substance pour augmenter la probabilité d'avoir une maladie. Elle est très faible, bien sûr, quand la concentration est très faible, c'est évident, mais il n'y a pas de seuil. C'est effet sans seuil ou effet avec seuil. Alors là, il faut aller chercher, bien sûr, dans les bases de données. Alors, une même substance peut être à effet de seuil ou sans seuil. D'accord ? On va avoir un exemple après. Donc ça aussi, ça dépend du type de maladie qui est derrière et qui a été associé dans la littérature, je ne sais pas, en telle étude qui a été faite aux États-Unis, etc. Donc c'est vrai que ces bases de données, elles viennent de l'épidémiologie d'une certaine façon. Mais l'étude de risque sanitaire, ce n'est pas une étude épidémiologique. Mais on utilise quand même des données qui sont des données qui ont été vérifiées par les médecins dans ce domaine. Et puis, quelquefois, on utilise également, quand on ne peut pas faire autrement, ce qu'on appelle des valeurs guides. Ça a été le cas en particulier pour le SO2, qui sont ce qu'on appelle les valeurs de gestion, c'est-à-dire, justement, quand il n'y a pas de VTR, voilà, et bien à ce moment-là, il y a des valeurs guides dites de qualité de l'air qui ont été également utilisées, en particulier des valeurs de l'OMS en valeurs guides. Pour le SO2, je crois. Alors voilà ce que ça donne, ces tableaux. Là aussi, on ne les voit jamais. Alors les valeurs guides, les VTR, en haut, vous voyez, c'est des concentrations qu'il y a. Alors moi, je ne lis même plus, il y a les particules en bas, les particules, les PM2,5, les PM10, le dioxyde d'azote, etc. Puis vous avez une valeur guide, voilà. C'est l'OMS là, qui les a données en 2005. Alors qu'en haut, vous avez sans seuil ou avec seuil. J'ai choisi cet exemple, par exemple, pour le premier, je ne sais même pas ce qu'il y a marqué ici en haut. Vous avez 30 microgrammes par mètre cube pour un seuil, et puis vous avez 2,8, 10 puissance, je ne sais plus combien, pour la valeur sans seuil. Alors vous voyez que les maladies ne sont pas les mêmes. À droite, c'est une action sur les cellules sanguines pour cette substance-là, alors que dans l'autre cas, c'est une leucémie, donc c'est bien sûr un effet sur une cible. Donc on va jusqu'à l'effet, mais on ne détermine jamais ces effets directement à partir de la population. Voilà, donc c'est cette partie ici au milieu, c'est les flux, les VTR, donc ça va nous aider à comprendre ce qui arrive et qui permet l'exposition des populations. Et puis les populations, ensuite, elles sont exposées, et donc je vais terminer là-dessus. Quels sont les critères qu'on prend en compte pour déterminer les expositions de population? Alors d'abord, voilà la carte qui a été tracée pour la presqu'île. C'est-à-dire, vous voyez qu'on choisit des populations types qui sont relativement proches des sources d'émissions. Donc on est dans le cas de
le pire des cas. C'est-à-dire, c'est toujours comme ça en sécurité d'ailleurs. On essaie toujours de se mettre dans une situation où le résultat va être le pire, parce que comme ça, on a une idée de ce qu'on fait, véritablement. Et c'est normal que dans ces méthodologies internationales, on trouve cette problématique-là. Alors, il y a des populations sensibles, les écoles, les jardins publics, des zones sensibles, il y a des habitations, enfin, il y a toute une typologie. Et on fait l'hypothèse que cette émission qui arrive, cette exposition, peut être due et peut permettre de récupérer le toxique de plusieurs façons. Alors on peut le récupérer par inhalation, on respire, donc la voie de pénétration du toxique, c'est la voie pulmonaire, bien sûr. Mais il y a des cas aussi où le polluant va au sol, puis au sol, eh bien, les citoyens cultivent dans leur jardin les radis, puis les radis, c'est une racine. Donc sur la partie superficielle, certains métaux vont passer de l'atmosphère à la partie superficielle, et de la partie superficielle dans le radis, et puis après, le citoyen mange le radis. Donc on a des voies d'exposition, des voies de pénétration qui vont être différentes. Donc il faudra aussi tenir compte de ça. Donc il y a un modèle qui va être pris en compte et qui va permettre donc de tester tout ceci dans les hypothèses les plus défavorables. Donc une typologie a été faite, donc il y a des groupes, et c'est ces groupes-là, en fait, on a essayé de chercher le surplus de risque pour ces groupes-là qui ont été choisis, a priori, parce que c'était pertinent, les plus sensibles et les plus impactés, parce que relativement proches des sources d'émissions qui ont fait l'objet, comme on l'a vu avant, de cartographie, qui permet de repérer les endroits, effectivement, où les sources d'émissions touchent les populations de façon plus évidente. Donc ça s'appelle la modélisation des effets. C'est ce qui presque termine avec la relation dose-réponse, dose-effet, l'étude de risque sanitaire, et qui va permettre, et c'est la dernière phase, de déterminer, de caractériser ces risques sanitaires de plusieurs façons. Je l'ai un peu évoqué tout à l'heure. Alors, pour les substances dites à seuil, vous savez, celles qui vont développer la maladie avec une probabilité faible au départ, mais à partir d'un seuil, avant ce seuil, on sait qu'il n'y a pas de problème. C'est un quotient de danger. Alors, c'est assez facile de regarder ce que c'est un quotient de danger. C'est la comparaison entre la concentration du polluant dans laquelle la population est exposée et la VTR. Donc, si on trouve la même valeur dans les deux cas, le quotient de danger est de 1, bien sûr. On a la même concentration qui a été trouvée dans la bibliographie et on a la concentration à laquelle la population en question est soumise. D'accord ? Donc on va voir que le 1, ça va être un partage particulier et qu'on va avoir des zones qui peuvent poser problème et des zones qui n'en posent pas, puisqu'on a pu démontrer que le quotient de danger pouvait être appliqué à cette substance à effet de seuil. Effet sans seuil. Alors, cancérigène, on calcule un excès de risque individuel, ça s'appelle. Alors, qu'est-ce que c'est ça ? Je vous l'ai dit, c'est une probabilité supplémentaire de survenue d'une pathologie pour une population soumise à la concentration du polluant donné pendant toute sa vie. Voilà, on se dit, voilà, quelqu'un, il reste là toute sa vie. Alors, il y a les enfants également, les populations adultes, il y a des choses qui peuvent être faites. Puis on regarde, voilà, ce qu'ils récupèrent comme dose, en fait, et puis en fonction de ça, il y a des calculs, et là, ça ne se fait pas comme ça qualitativement non plus, avec des modèles qui ont été testés, qui sont convenables dans le cadre de l'étude de risque sanitaire, et qui vont nous donner donc cet excès de risque individuel. Alors ça se présente ensuite, les résultats se présentent sur un axe, je termine. Voilà. Alors vous avez en haut le quotient de danger. Alors si vous voyez, vous avez 1, c'est un peu une zone de partage. En dessous du 1, 0,2, vous avez la zone verte. Ça veut dire que là, il n'y a strictement aucun problème. Puis vous avez une zone jaune. Donc la zone jaune, on peut discuter. Ça ne veut pas dire qu'il y a des problèmes. Là, normalement, il n'y en a pas. Mais on peut essayer de voir si on ne peut pas améliorer quand même la situation pour être sûr d'être dans la zone verte. Et puis, quand on dépasse 1, après 5, bien sûr, alors là on est sûr que l'occurrence du risque va survenir, bien sûr, puisqu'on a des valeurs qui sont des valeurs élevées. Alors, pour ces substances à effet de seuil, toutes les substances ont donné des valeurs inférieures à 0,2. Je veux le dire comme ça, puisque c'est là. Donc, toutes, celles qui ont été testées parmi les 31, celles dont on a parlé tout à l'heure. D'accord ? Donc, pour ces substances-là, à effet de seuil, quelle que soit la modalité d'absorption, normalement, il n'y a aucun problème, d'après l'étude de risque sanitaire, d'accord ? C'est-à-dire celle qui est présentée. Et puis pour les autres, alors c'est là qu'on va trouver donc 3 substances sur les 4,
le calcul du risque pour les substances sans effet de seuil, un excès de risque individuel, vous voyez, toutes les substances, sauf le benzopyrène, le benzène et le pitadiène, se trouvent actuellement à des valeurs qui sont des valeurs jaunes, mais dans la partie jaune qui est proche du vert, c'est-à-dire proche d'un risque supplémentaire, d'une chance, entre guillemets, pour chance supplémentaire, par million. D'accord ? 1, 4, 1, 6, 2, enfin ces valeurs-là. Donc c'est très très proche. On donne les résultats tels qu'ils sont, c'est jaune, pas de problème. Mais on est sur la partie qui touche le vert. Et pour le SO2, eh bien, on a une valeur guide de l'OMS, et là, on est au-dessus de la valeur guide. Donc voilà les résultats pour les substances qui sont vraiment à la limite et qui demandent une discussion, un approfondissement, des études éventuellement complémentaires, qui ont d'ailleurs été réalisées depuis. Donc voilà ce que c'est qu'une étude de risque sanitaire. C'est très global. Mais on a bien ça, on a des travaux qui se font à la source, des modèles pour les flux, avec des diffusions, etc., des calages de ces modèles, puis après, en fonction de résultats, de résultats venant de l'épidémiologie, c'est-à-dire de résultats de valeurs toxicologiques de référence, de réflexion, etc., de valeurs guides, hop, on essaie de superposer les nuages de polluants avec les enjeux. C'est-à-dire qu'on a bien la définition du risque, c'est la conjonction d'un aléa et d'un ou plusieurs enjeux. Et entre les deux, il y a un phénomène dangereux. Le phénomène dangereux ici, c'est un flux chronique d'un certain nombre de polluants, 31 qui ont été étudiés. En fait, voilà comment c'est. Alors, voilà, donc je vais aller dire pour la première partie, c'est-à-dire essayer de comprendre ce que c'est qu'une ERS. Ensuite, eh bien, on peut s'arrêter là. Donc, moi, ça fait 25 minutes là, que je parle. On peut commencer les questions sur cette partie. On peut interroger Burgeap sur les 4 substances. Qu'est-ce qui a été fait? Si vous voulez qu'on revienne là-dessus, qu'on approfondisse tout de suite, un peu plus tard. Voir quel a été l'impact de l'ERAC, qui a même connu, qui est l'association régionale qui s'occupe de la qualité de l'atmosphère dans la région. Donc voilà, donc maintenant... c'est à vous. Qu'est-ce que vous souhaitez qu'on fasse? Vous souhaitez qu'on approfondisse les 4 substances tout de suite? On donne la parole à Mme de Devida. Ou vous avez déjà la première question? Si c'est trop technique, il faut le dire. On ne peut pas faire plus court, 30 minutes. Il y a certainement des erreurs, en particulier certains mots ou définitions. Donc on peut peut-être y revenir si vous avez un doute. J'espère que j'ai présenté ce que c'était. C'est-à-dire qu'il ne faut pas faire dire à une étude ce qu'elle ne dit pas. C'est ça qui est important. Alors après, dire qu'on peut en faire d'autres, d'accord. Mais celle-là, elle ne peut pas dire autre chose que ce que je viens de dire là. Est-ce que vous avez une question pour commencer ou est-ce qu'on continue? C'est vous qui voyez. Allez. Est-ce qu'on peut avoir le camembert? Oui. Est-ce qu'on pourrait avoir le camembert des pollutions, par exemple SO2 25%, benzène 25%, pour voir s'il y en a un beaucoup plus que l'autre? Sur les 4, non, surtout sur les 4 principaux, quoi. Par rapport à 100%. Donc on l'aura après. C'est bien parce qu'on va enregistrer et puis on essaiera de faire un petit montage comme ça. Si on veut revenir après dans les quartiers, on viendra sur les éléments plus facilement. Monsieur. Tout à l'heure, vous avez parlé de pollution atmosphérique. Est-ce que ça veut dire que les pollutions liquides, comme par exemple une fuite de gazole, ne sont pas comprises dans votre étude?
Doit fonctionner. Ouais, c'est bon. Donc ça, c'était le cahier des charges initial lié à l'étude. Donc on nous a demandé de regarder uniquement ce qui était lié effectivement aux émissions atmosphériques. Dans quelques années, même je pense que c'est déjà presque une obligation déjà depuis longtemps, étudier la même chose pour les polluants liquides, leur diffusion dans les sols, dans d'autres cas, dans l'atmosphère. Tout ça, c'est des études qui vont très certainement se développer. Hein. C'est dans tous les domaines. C'est-à-dire là, on parle uniquement de l'atmosphère, mais l'hydrosphère et la lithosphère seront également abordées dans les années qui vont venir. Je parle au niveau général de la société. Hein, je ne sais pas les types d'études qu'on... Mais c'est déjà le cas. Hein. Je rappelle qu'il y a des normes sur ces sujets et des façons de travailler qui sont les façons routinières de travailler de la part des entreprises ou des collectivités. Parce que je rappelle aussi que les collectivités, c'est-à-dire nous émettons des polluants dans les eaux, monsieur le maire. Bon, une autre question, toujours sur un peu le modèle général, et après on revient dans le détail. Non, c'était juste pour confirmer ce que disait notre collègue de Saint-Vincent-de-Paul, à savoir que je reprends votre exemple très imagé sur le radis. Donc effectivement, si on ne tient compte que de la pollution atmosphérique, les polluants accumulés dans le sol ne sont donc pas pris en compte. Donc tant pis pour les radis, on les mange et puis on s'intoxique. Excusez-moi. Alors, effectivement, n'ont été pris en compte que les émissions actuelles. Donc, dans le cadre de l'étude, on n'est pas allé regarder ce qu'il y avait aujourd'hui dans le sol et qui pouvait être lié au fonctionnement passé des sites. C'est-à-dire que là, l'objectif de l'étude est de gérer les sources qui sont sur la zone à l'heure actuelle et de voir effectivement si elles sont correctement gérées et si leurs émissions ne sont pas susceptibles de générer des risques dans le futur, en fait. L'ERS est une étude prospective. Est-ce que vous avez exclu les sources mobiles? Je pense aux camions, aux bateaux, en cas d'accident. Oui, n'ont été pris en compte que les sites industriels dans leur fonctionnement actuel non accidentel. Donc effectivement, tout ce qui concerne le trafic, par exemple, et notamment le trafic aussi engendré par les activités industrielles, n'ont pas été intégrés à l'étude. Voilà. Donc il s'agit en fait effectivement d'une évaluation des risques sanitaires. Il ne s'agit pas d'une étude de zone. C'est-à-dire qu'on a regardé uniquement les sources industrielles, donc sources industrielles canalisées et diffuses, mais pas de sources mobiles. Et pas le domestique, non? Non, uniquement industriel, effectivement. On n'est pas du tout ici dans le cadre d'une étude de zone. Donc la question est bonne et on reviendra certainement dessus tout à l'heure avec M. Bourquet. Pour amener un petit peu plus de clarté au débat, ce qui serait intéressant, c'est de préciser quels sont les éléments qui sont stockés, qui conduisent à émettre des gaz, comme le benzène, comme le benzopyrène et le butadiène, par exemple. Oui, bah, du coup, on va y venir. Je pense qu'on va enchaîner sur la présentation pour rentrer un petit peu plus dans le détail, notamment sur les substances qui ressortent comme substances d'intérêt sanitaire à l'issue de l'étude. On va pas être... Je vais avancer si vous voulez. Ah d'accord, ça commence là. Donc pour reprendre un petit peu l'étude, en fait, elle s'inscrit dans un cadre méthodologique qui est bien fixé puisqu'elle répond aujourd'hui à deux grands référentiels, que sont le référentiel INERIS d'un côté et le référentiel de l'INVS. Donc l'INVS, c'est l'Institut national de veille sanitaire. Donc le référentiel de l'INERIS est plus celui sur lequel s'appuie aujourd'hui
encore aujourd'hui les DREAL, alors que le référentiel de l'INVS est sur lequel se basent un peu plus les agences régionales de santé. Et ces deux guides sont totalement cohérents. Il n'y a pas du tout d'antagonisme. Voilà, c'est juste deux façons différentes de présenter les mêmes choses. Donc ce n'est pas non plus une méthodologie burgéable, c'est-à-dire qu'il y a très peu de place en fait, pour le caractère subjectif dans ce type d'études. Et on se base notamment sur des hypothèses de travail, effectivement. Alors, on peut se baser sur des mesures, hein, parce qu'à l'émission, quand même, aujourd'hui, les industriels ont beaucoup de données disponibles et des données de mesure. Et puis après, pour certains sites ou pour certains détails, on est obligé de faire des hypothèses de travail. Et ensuite, ce type d'étude est également mené parce qu'on a ici, sur la zone, une concentration d'industrie. C'est-à-dire que chaque site industriel établisse ses propres dossiers, c'est-à-dire est géré de façon unitaire. Et bien évidemment, chaque site industriel a sa propre évaluation des risques sanitaires. L'intérêt de mener cette ERS dite globale, c'est de voir globalement, c'est-à-dire que quand on met les sites les uns à côté des autres et les émissions des sites les uns avec les autres, voilà, est-ce que ça peut générer des effets sur la santé ? Donc, comme on l'a vu, il y a 4 substances qui ressortent et avec également 4 zones géographiques qui sont concernées par ces substances. Donc, on a Baillian-sur-Gironde, Ambès, Ambarès et La Grave et Bassens. Donc, on voit ici avec les petits cercles de couleurs, je ne sais pas si vous les voyez bien. Donc, le benzène, on est sur la pointe, plutôt là-haut. Le butadiène sur Bassens. Et le benzoapyrène sur Ambès. Alors, on va commencer par le SO2. En fait, pour le SO2, on ne dispose pas de valeur toxicologique de référence. C'est-à-dire que les instances nationales et internationales n'ont pas réussi à construire cette valeur. Et on s'est donc basé sur une valeur guide. Donc une valeur guide, bien évidemment, intègre des critères toxicologiques, mais pas seulement. C'est-à-dire qu'il y a également des critères de gestion qui sont intégrés dans cette valeur. Donc pour le SO2, on a vu qu'on avait des fréquences, on a travaillé par rapport à une fréquence de dépassement de la valeur journalière, de la valeur guide journalière, qui est fixée à 20 microgrammes par mètre cube. Et on a entre 20 et 80 jours de dépassement de cette valeur de 20 microgrammes par mètre cube, mais sur des zones qui ne sont pas habitées. Donc le risque pour les populations, ici, nous concerne moins en fait, puisqu'il n'y a pas de population dans ces zones-là. Et sur les zones qui sont habitées, en fonction des différentes zones, vous voyez la carte et les petits carrés de couleur, en fait, on peut avoir entre 1 et 20 jours de dépassement pour les zones habitées. Donc sur les 3 zones MACO, Baillian-sur-Gironde et Saint-Seurin-de-Bourg. Alors, c'est un peu ce que vous demandiez tout à l'heure. Donc, pour les différents contributeurs, en fait, pour le SO2. Donc, on voit que c'est effectivement Cofra Black qui est le principal contributeur pour le SO2, puisqu'à lui seul, il représente 75% des émissions. Et puis ensuite, on a également Michelin qui est contributeur aux émissions de SO2. Alors, je ne sais pas si on l'a dit, mais en fait, les données de base de l'étude, puisque ça fait un petit moment qu'elle est commencée, l'année de référence, c'était 2006. Donc, tous ces résultats-là sont basés sur des émissions de 2006. Et on voit aujourd'hui quand même que ce soit à travers l'ERS ou à travers d'autres outils par ailleurs, les sites industriels continuent à travailler en fait et à réduire leurs émissions. Et on voit que pour le SO2, on a eu une nette diminution des émissions sur la zone, puisqu'on est passé de 2 kilotonnes à, pour Cofra Black, puisque ça c'est le graphe en fait, des émissions de Cofra Black, donc qui était en 2006, on voit à 2 kilotonnes, à peu près, 1,9, à un peu plus que 1,5. Un peu moins. 1,2, oui, c'est ça.
On est aujourd'hui à 1,2. Donc on a diminué presque de moitié les émissions de SO2. Et on verra aussi avec ERAC tout à l'heure en fait les concentrations qui sont aujourd'hui mesurées sur la zone en SO2, et on verra aussi que ça se voit à travers les mesures qui sont faites aujourd'hui sur la zone. On a une nette diminution des concentrations mesurées. Pour le benzoapyrène, donc le benzoapyrène a été pris comme étant le représentant de l'ensemble des HAP. Donc HAP, hydrocarbures aromatiques polycycliques. Donc c'est le représentant de la famille. Et on voit que donc on peut dire presque seulement 4 kg émis d'équivalent benzoapyrène sur la zone par an. Pour le benzoapyrène, en fait, le risque vient essentiellement de la valeur toxicologique de référence qui a été prise en compte. Puisque le choix, comme on l'a dit tout à l'heure, le choix a été fait de... Il peut y avoir plusieurs valeurs toxicologiques de référence disponibles dans les bases de données entre les différentes instances. Et on s'est basé, nous, pour le choix dans l'étude, sur les textes réglementaires français. Donc, on a aujourd'hui une circulaire qui émane de la DGS, donc Direction Générale de la Santé, qui nous dit comment doit être fait le choix. Mais ce choix est basé sur des critères pratiques et pas forcément toxicologiques. Donc on est allé regarder un petit peu plus loin. Et quand on va un peu plus dans le détail de la toxicologie pour le benzoapyrène, donc on est amené à faire un autre choix. Et on voit à ce moment-là qu'on a en fait un facteur, on a 2 ordres de grandeur de différence sur les risques. Donc on passerait en fait d'une valeur à 1,2 10-6, donc de la zone jaune, en fait à 1,6 10-8. Donc on passerait à ce moment-là dans la zone verte pour le benzoapyrène. Le butadiène. Donc le butadiène, il est émis essentiellement un peu par les stockages d'hydrocarbures, hein, et puis essentiellement par Michelin à la torche. Alors là, c'est pareil, ce qu'on disait tout à l'heure, au niveau de la torche, il n'y a pas de mesure de disponible, pas de mesure de possible en fait. Donc on est obligé d'utiliser des hypothèses de travail. Et dans ce cadre-là, on a pris une efficacité à la torche, j'ai envie de dire, de seulement 99%, alors que l'on sait, voilà, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on sait que l'efficacité de la torche est sûrement supérieure à 99% et est plus proche de 99,6 à peu près, on va dire. Et ce 0,6 point, en fait, est très important quand on voit les quantités qui peuvent être émises. En fait, ce n'est pas anodin. Et donc, on aurait tendance à dire que le risque qui a été estimé est sûrement majorant. Et donc, pour s'assurer et pour limiter en fait le manque d'informations qu'on avait, on a préconisé des mesures dans l'environnement. Donc, ce qu'on avait préconisé, c'était à minima 2 points dans les zones d'impact maximum, donc dans les zones qui étaient dans les zones d'impact définies par la modélisation, donc dans les panaches que l'on a vus tout à l'heure. Et on avait également préconisé 1 point dans une zone non impactée. Et en nombre de campagnes, on avait préconisé 2 campagnes annuelles à minima, c'est-à-dire une été, une hiver, puisqu'on sait que les polluants ne se comportent pas de la même façon en été et en hiver. Et puis, on avait dit idéalement 4 campagnes pour avoir également le printemps et l'automne, et pour être conforme aux circulaires européennes et aux normes européennes. Donc, cette campagne, elle a été menée donc, par Michelin. Donc, sur la base des préconisations, donc, ils sont même allés un petit peu plus loin. Donc, il y a 3 campagnes de mesures qui ont été faites.
Donc il y a une campagne estivale, hivernale et une qui a été faite et à l'intersaison. Et on a 7 points de mesure qui ont été réalisés en périphérie du site. Et on voit que les mesures sont inférieures en fait, aux données qui avaient été modélisées. Donc on a à peu près un facteur entre 2 et 3 entre le mesuré et le modélisé. Donc la modélisation était majorante et sûrement due à cette hypothèse sur la torche. Et on voit à ce moment-là que de la zone jaune, eh ben, pour le butadiène, on passe, grâce aux mesures et à la levée de l'incertitude, on passe dans la zone verte. Et il nous reste donc la 4e substance, qui est le benzène. Donc le benzène est émis essentiellement par les activités de stockage d'hydrocarbures et il avait également été pris comme traceur pour les composés organiques volatiles qui étaient émis par les incinérateurs. Donc sur les stockages d'hydrocarbures, on n'a pas de mesure d'émission qui était disponible. Donc de la même façon, en fait, on s'est basé sur des hypothèses de travail. On a considéré, au moment où on a réalisé l'étude, on a considéré que ce qui était stocké, c'était des essences benzéniques. Or, après, on s'est aperçu que c'était des essences terpéniques et non pas benzéniques. Donc, sûrement sans contenir le benzène qu'on a fait émettre. En fait. Donc, on a très sûrement une surestimation des émissions pour les stockages d'hydrocarbures et donc, de facto, une surestimation du risque pour le benzène. Et de la même façon que pour le butadiène, en fait, on avait préconisé une campagne de mesure avec un point à minima dans la zone d'impact maximum et un point dans une zone non impactée. De la même façon, 2 campagnes annuelles à minima et idéalement 4 campagnes. Alors, il n'y a pas eu de campagne spécifique de mener sur le benzène. Par contre, on verra avec ERAC que le benzène, en fait, est une substance qui est suivie sur la zone. Et ERAC nous présentera les concentrations qui sont aujourd'hui mesurées en benzène sur la zone. Oui. Oui, alors comme je disais, là les hypothèses effectivement de départ, c'était 2006. Donc voilà, c'est aussi des études qui sont relativement longues. Là, on est sur des données 2006. Aujourd'hui, on est en 2013. Donc il y a effectivement des évolutions et que le benzène, voilà, n'est peut-être plus une substance qui pose souci sur la zone. Donc je disais, on a supprimé complètement ces essences terpéniques, c'est-à-dire qu'on n'a plus d'essence de térébenthine sur le site de Bayon. Ok. Donc, depuis 2010. Bon, on peut poser la question qui fâche. L'étude de risque sanitaire gère les problèmes de flux prévus dans le fonctionnement nominal du système source, qui est l'entreprise. Est-ce qu'on a une idée par rapport à la banque de données des incidents qu'il peut y avoir sur les dépassements de ces quantités annuelles? Parce qu'il peut y avoir, et il y a toujours, quand il y a un système de production, eh bien, des incidents, des émissions qui peuvent être plus élevées que prévu, même si ce n'est pas prévu dans l'étude elle-même. C'est normal puisque ça ne serait pas une ERS. Est-ce qu'on a une idée de ça? Je suppose que pour la fiabilité des résultats, vous avez regardé un peu. Alors effectivement, toutes les données qui nous ont été fournies par les industriels et sous leur responsabilité, nous on les a regardées. Et après, ce qui est rentré en fait dans le modèle, c'est un flux annuel qui est lissé sur l'année. Donc si il y a pu avoir un incident sur le site à un moment donné, il est intégré dans les émissions, mais il n'est pas pris en compte en tant que pic d'émissions.
pour gérer en fait les incidents, il y a d'autres outils qui existent autres que le RS. Et le RS n'est pas là en fait pour gérer. On est bien là pour gérer. Enfin, le RS est là pour gérer des sources, gérer des polluants. Et du coup, j'ai envie de dire, une fois que l'incident s'est produit, l'effet s'est produit sur la population, le RS, elle ne peut plus faire grand-chose, quoi, en fait. Voilà. Donc après, il y a plein d'autres outils qui existent pour gérer les incidents et ce qu'on appelle les risques aigus. Et la méthode d'évaluation des risques sanitaires n'est aujourd'hui pas très adaptée à la gestion des risques aigus, en fait. Donc en fait, les pics d'émissions anormaux, on pourrait dire, sont lissés sur l'année. Oui, c'est ça. Mais ils sont pris en compte. Ils sont pris alors dans certains cas, effectivement, ils sont pris en compte si on sait que voilà, dans le site, ils savent qu'ils ont tant d'incidents en fait dans l'année, à peu près sur leur. Alors on n'est pas sur de l'accidentel, hein, on est sur de l'incident. C'est-à-dire, voilà, un incident de torchère, ça peut arriver, et c'est pris en compte dans les émissions en fait. Mais lissé sur l'année, oui. D'autres questions sur ces 4 substances, ou d'autres d'ailleurs, mais bon. Il y en a d'autres qui sont méchantes aussi, mais ne posent pas de problème. Non, juste une petite question concernant les HAP, où vous faites, il y a selon la façon dont on peut prendre les références, ça va être classé. Il y a 2 types d'interprétation des résultats, disons. Et vous faites aussi allusion au fait que vous vous référiez à des normes françaises. Est-ce qu'il n'y a pas des normes européennes ou prendre les normes de l'OMS pour tous ces produits-là qui seraient des valeurs de référence? Et ce serait peut-être plus simple que de temps en temps se référer à des normes françaises, des normes européennes, l'OMS. Est-ce qu'il n'y a pas une façon beaucoup plus simple de se référer aux normes? Alors, les normes, pour les facteurs d'équivalent toxique, c'est-à-dire la façon de prendre le benzoapyrène comme traceur des HAP, ça, il y a effectivement une norme. Et tout le monde aujourd'hui utilise à peu près la même. Après, c'est plus sur le choix de la valeur toxicologique de référence, où là, effectivement, alors on a une circulaire nationale, voilà, qui fait référence aujourd'hui. Et je ne vois pas comment aujourd'hui, nous, bureau d'études, on peut se mettre au-dessus des textes réglementaires français. Et puis après, il y a l'expérience, et notre expérience à nous en tant que bureau d'études, voilà, qui fait qu'on peut discuter en fait les résultats que l'on a. Donc c'est ce qu'on a fait ici. Mais aujourd'hui, quand on a un texte réglementaire français, il prime quand même sur le reste. Sachant que, en ce qui concerne les valeurs toxicologiques de référence, on a très peu de valeurs toxicologiques de référence françaises, par contre. Les bases de données, donc elles sont essentiellement aujourd'hui, la grande base de données, elle est quand même américaine, puisque c'est l'USIPA. Donc l'équivalent, enfin voilà, c'est l'agence environnementale des États-Unis, en fait, hein, voilà, qui produit des valeurs toxicologiques de référence. Après, on a des valeurs de l'OMS, parce que l'OMS produit des valeurs guides, mais produit également des valeurs toxicologiques de référence. Puis après, on a les Pays-Bas, on a le Canada, et on a l'État de Californie aux États-Unis. Et puis aujourd'hui, en France, l'ANSES, puisque l'ANSES s'est vu confié par ses ministères de tutelle. Donc l'ANSES, c'est l'Agence nationale de sécurité de l'environnement, voilà, qui a regroupé en fait l'AFSA et l'AFSET, et s'est vu confier par ses ministères de tutelle la mission d'expertise sur les valeurs toxicologiques de référence. Mais aujourd'hui, en France, on a 4-5 substances pour lesquelles l'ANSES a fabriqué des VTR. Une autre question? Ou on répond à la question de M. Béraud-Sudreau sur les autres émissions? Et c'est M. Bourquin qui prend le relais? Non, je ne sais pas. Pour répondre à cette question?
Très bien. Mesdames et messieurs, bonsoir. Je m'appelle Patrick Bourquin, je suis directeur d'ERAC. Mon intervention a pour objet de mettre en perspective les résultats de l'étude de risque, de l'étude de l'ERS qui vient de vous être présentée par rapport aux émissions totales auxquelles sont exposées les populations de la presqu'île d'Ambès. Alors pour que ce que je vais vous présenter ait du sens, il faut que vous compreniez que nous nous plaçons, nous, totalement à l'autre extrémité de la chaîne qui va des émissions jusqu'aux populations. Nous, très concrètement, nous avons des analyseurs qui mesurent en permanence des concentrations de polluants dans l'air. On compare ces mesures, ces concentrations par rapport à une réglementation et on dit si c'est ou si c'est pas dans la réglementation. D'accord ? Donc, ma présentation va se faire en 3 temps. Premièrement, très rapidement, parce que le temps nous est compté, et puis nous avons un gardien du temps vigilant. Je vais vous dire quelques mots sur la présentation du dispositif de surveillance de la qualité de l'air en France. Ensuite, on va zoomer sur un document qui est extrêmement important pour nous et dont le lien doit impérativement être fait ici ce soir. Il s'agit en l'occurrence du PPA, du plan de protection de l'atmosphère. Je vous expliquerai après pourquoi je vais vous parler de ça ce soir et quel est le sens par rapport à l'ERS. Et puis enfin, je vous fournirai un certain nombre de données qui sont caractéristiques des concentrations, effectivement, pour répondre à ce qui a été évoqué tout à l'heure. Et ça me donnera en l'occurrence l'occasion de pouvoir répondre à des questions plus globales, puisque comme nous, on se situe à l'autre bout de la chaîne, nous, on ne fait pas de distinction entre est-ce que les particules, est-ce que les molécules polluantes proviennent de telle ou telle source, même si, bien évidemment, on s'en occupe et on essaye d'évaluer ça. Ceci étant, au global, nous, notre rôle, c'est de regarder globalement à quoi la population est exposée. Alors, comme je suis très pris par le temps, je vais aller très vite et j'en suis bien conscient, je m'en excuse par avance, mais je resterai néanmoins à votre disposition en fin de présentation pour zoomer sur des points spécifiques. Alors un petit mot tout d'abord sur la présentation du dispositif national. Monsieur Lesbats, on ne peut pas l'avoir en... Là, on est vraiment en pleine page, là. On ne pourrait pas l'avoir en mode... parce que moi, je ne suis pas un fan de Mac. Enfin, je pense qu'on doit pouvoir... l'avoir sous un format élargi. Ah, voilà, oui, à nouveau mode de plein écran. Peut-être revenez sur affichage. J'ai cru voir mode plein écran. Je le vois pas. Ah si. Voilà. Ah, ça change tout. Bon. Alors, donc, il existe une réglementation européenne, déclinée évidemment dans le droit français. Tout ça est coordonné par le ministère de l'écologie, qui est représenté en région par la direction régionale de l'environnement. Tout ça avec l'appui d'un laboratoire central qui assure une coordination nationale technique. Le ministère délègue sa responsabilité dans le cadre d'une loi qui s'appelle la loi sur l'air et l'utilisation rationnelle de l'énergie, qui date de 1996, à un réseau associatif couvrant l'ensemble du territoire. ERAC a donc cette mission sur le territoire de l'Aquitaine. Nos missions sont de mesurer des concentrations, de faire de la prévision, accessoirement également de la modélisation, d'étudier les données, de les mettre en perspective par rapport à la réglementation, comme je le disais tout à l'heure, et enfin de communiquer. Nous sommes une équipe d'une dizaine de personnes, une trentaine de stations réparties sur l'ensemble du territoire. Nous disposons également de laboratoires mobiles. Quelques chiffres complémentaires, celui-là est intéressant. Nous acquérons plus de 10 000 données par jour, et ça fait 15 ans que ça dure. Donc on commence effectivement à avoir une base de données sérieuse permettant de répondre à une question évidente qui est quelle est la qualité de l'air respiré par les citoyens aquitains en tout point du territoire. C'est ça notre mission. Alors, si on zoome sur notre implantation sur l'agglomération bordelaise et plus spécifiquement sur la presqu'île d'Ambès, nous disposons d'une dizaine de stations sur l'ensemble de l'agglomération. Alors, je ne rentre pas dans le détail parce que je n'ai pas le temps, mais concrètement, sachez que nous regardons différents types
de situation. Nous implantons en centre urbain, en périurbain, à proximité de trafic routier, à proximité de zones industrielles. Donc, en l'occurrence, pour la surveillance industrielle, nous assurons cela par 2 stations, celle d'Ambès, qui mesure les polluants qui sont cités ici, ozone, dioxyde de soufre, les oxydes d'azote au sens large, une station sur Bassins, qui mesure les mêmes polluants, auxquels on vient rajouter les particules fines en suspension, le représentant phare des composés organiques volatiles, à savoir le benzène, auquel on ajoute également des mesures de métaux lourds. Il faut savoir qu'au-delà de ces stations fixes, comme je le disais tout à l'heure, nous sommes capables de réaliser, et nous le faisons bien évidemment à échéance très régulière, des campagnes de mesure, soit en mettant à disposition nos moyens mobiles, soit éventuellement en mobilisant d'autres moyens, peu importe, ces campagnes ayant pour objet soit de réaliser des études de zone, soit de réaliser des études de représentativité. Il faut savoir également, parce que c'est important dans la présentation du dispositif, que l'implantation de nos stations et plus globalement les méthodes que nous utilisons pour réaliser nos missions ne sont pas le fruit du directeur d'Irak ou de son président ou de je ne sais qui. Tout ça répond à des normes européennes ou à des guides méthodologiques. En l'occurrence, l'implantation des stations, c'est-à-dire à quel endroit on se met, à quelle distance on se met par rapport aux sources de pollution, par rapport aux populations, ça répond à un guide méthodologique. Deuxième question régulière qu'on me pose, c'est est-ce que vos stations sont représentatives dans le temps ? Pour répondre très précisément à cette question, effectivement, nous réalisons régulièrement des campagnes avec nos moyens mobiles pour pouvoir comparer la représentativité des stations fixes par rapport à leur propre territoire. D'accord ? Donc, effectivement, tout cela fournit un certain nombre d'indications, de données qui ont en effet été mises à disposition de l'étude qui vous a été présentée ce soir. Alors, précisément, quel est le rôle que ERAC a joué dans le cadre de l'élaboration de cette étude de risque sanitaire ? Premièrement, comme l'indiquait tout à l'heure M. Desmas, nous avons effectivement dès le départ participé aux instances de pilotage de l'étude afin de s'assurer que le double éclairage qu'on peut apporter soit cohérent et que les méthodes qui sont utilisées dans le cadre de l'étude soient bien évidemment cohérentes et compatibles avec les méthodes que nous utilisons. Deuxièmement, nous avons mis à disposition non seulement nos moyens, on a en l'occurrence réalisé 2 campagnes de mesure depuis le lancement de l'étude, et nous avons également mis à disposition nos données, comme l'évoquait tout à l'heure Burgeap, en l'occurrence, entre autres, les données de SO2 pour réaliser le calage du modèle. Tout à l'heure, le DVA nous expliquait très clairement que on crée un modèle, ceci étant, il faut le caler, il faut s'assurer que les productions restent cohérentes avec ce qui est concrètement mesuré sur le territoire. Ça a été spécifiquement notre mission. Alors, accessoirement, tout cela, la contribution nous a amené à être en parfaite connaissance des résultats fournis par l'étude et de pouvoir clairement annoncer que les résultats de l'étude sont cohérents avec les données d'ERAC, en considérant 2 éléments. Alors, je ne reprends pas le propos qui a déjà été évoqué tout à l'heure, à savoir que le RS n'est effectivement pas une étude épidémiologique. Et deuxièmement, ça c'est le point le plus important pour moi, c'est de souligner que l'étude de risque sanitaire ne prend en compte que les émissions industrielles et non pas les autres émissions. Or, les citoyens sont exposés à l'ensemble de ces émissions. Illustration, ce schéma que j'ai emprunté à l'ADEME, qui, de façon pédagogique et un petit peu ludique, montre que la pollution atmosphérique, c'est quelque chose de très global, et d'ailleurs accessoirement de très compliqué. Il existe différentes sources. On voit ici des usines, avec les polluants qui sont listés. On voit ici l'habitat, on voit ici l'agriculture, bien évidemment, les transports au sens large, les véhicules. On voit également des phénomènes compliqués liés notamment au rayonnement solaire, à la température, l'existence de polluants primaires et de polluants secondaires. Je ne rentre pas non plus dans le détail. Tout ça m'amène effectivement à souligner le fait qu'aujourd'hui, d'un point de vue réglementaire, la préoccupation première en centre urbain des autorités locales ne sont pas les émissions industrielles. Ce sont je vais revenir en arrière, si je peux.
Monsieur Esbatz, help. Est-ce que je peux revenir en arrière? Voilà. Aujourd'hui, le souci principal des autorités, c'est premièrement les particules fines en suspension, PM10, et les oxydes d'azote. Et en l'occurrence, ce transparent qui est l'extraction d'un inventaire des émissions qu'ERAC réalise à fréquence régulière, montre que, par exemple, pour les oxydes d'azote, à l'échelle de l'Aquitaine, avec un zoom sur la zone PPA, alors la zone PPA, c'est les 26 communes de l'agglomération bordelaise, Bassins, enfin toute la presqu'île fait évidemment partie de cette zone-là. On met en évidence le fait que les émissions d'oxyde d'azote proviennent de façon très majoritaire du secteur transport routier. D'accord ? On a en vert les émissions industrielles. Vous voyez ici la même photographie à l'échelle de l'Aquitaine, 62% pour le routier et la partie industrielle est beaucoup plus petite. La photographie est un petit peu différente par rapport aux particules fines. On voit un bon tiers lié aux émissions industrielles. Par contre, le secteur majoritaire reste bien évidemment le transport routier, sans oublier l'impact direct du secteur résidentiel, à savoir le chauffage. Alors, il faut savoir que quand je parle des problèmes auxquels les autorités sont exposées, de façon très concrète, nous enregistrons pour ces polluants qu'on appelle urbains, en opposition à des polluants industriels, de l'agriculture et autres, nous enregistrons des dépassements de seuil réglementaire. Cette situation a conduit la France à être en état de contentieux européen pour un certain nombre d'agglomérations françaises, évidemment les grandes villes, Paris, Lyon, Marseille et Bordeaux, c'est-à-dire l'agglomération bordelaise. La réponse de l'État a été d'élaborer des plans d'action qu'on appelle en France les PPA, plans de protection de l'atmosphère, avec un certain nombre d'actions complémentaires que je n'ai pas le temps de détailler. Le plan de protection de l'atmosphère de l'agglomération bordelaise a été réalisé entre 2011 et 2012 et a amené à faire une démonstration pertinente de telle sorte que la Commission européenne a, en début 2013, sorti Bordeaux du contentieux. Donc ça, c'est concrètement l'illustration du fait que les actions qui ont été injectées dans le plan de protection de l'atmosphère, qui touchent tout secteur, l'industrie bien évidemment, mais prioritairement évidemment le résidentiel et le transport routier, sont des actions qui ont convaincu la Commission européenne comme étant efficaces pour faire en sorte que la situation revienne à la normale, c'est-à-dire que concrètement les seuils réglementaires soient respectés. Il est à noter que depuis 2011, les seuils réglementaires sont respectés. En fait, les dépassements enregistrés ont été enregistrés notamment dans l'année 2007-2008 et que par l'efficacité d'actions qui ont déjà été engagées, nous sommes revenus sur Bordeaux dans une situation conforme à la réglementation européenne, ce qui n'est évidemment pas le cas dans les autres grandes agglomérations que je citais tout à l'heure. Alors, ERAC a également, comme on l'a fait pour l'ERS, contribué à l'élaboration de ce PPA. Alors, cette carte donne un certain nombre d'illustrations des travaux qu'on a pu réaliser dans le cadre de ce PPA. Premièrement, on a mis à disposition nos données. Deuxièmement, on a réalisé un certain nombre de constats. On voit ici, c'est trop petit à lire, mais en fonction des années, on note ici les dépassements du seuil réglementaire, considéré que la ligne rouge, c'est la réglementation. Et on voit qu'à partir des années 2007, on enregistrait effectivement sur l'agglomération bordelaise ces fameux dépassements. On a apporté des éléments explicatifs, des causes, notamment en mettant à disposition l'inventaire des émissions par secteur. Et deuxièmement, nous avons réalisé des travaux de modélisation et de prévision permettant d'une part de caractériser un diagnostic et d'ensuite d'évaluer l'impact des actions qui étaient prévues dans le cadre du PPA. Et c'est notamment grâce à ces travaux remontés auprès de la Commission européenne que la Commission a décidé de sortir Bordeaux du contentieux. D'accord ? Alors, bien évidemment, tous ces travaux-là sont des travaux
complémentaires à ceux qui ont été réalisés dans le cadre de l'étude de risque sanitaire, puisque, comme je le disais tout à l'heure, nous, on ne manipule pas les mêmes méthodologies, on regarde les choses autrement. Ceci étant, c'est absolument fondamental parce que ce sont ces éléments qui permettent effectivement de caractériser la qualité de l'air de la zone concernée. Alors j'en arrive à la partie importante, évidemment, pour répondre aux questions qui ont été posées tout à l'heure, à savoir, mais qu'est-ce qu'on observe concrètement aujourd'hui ? Donc je vais vous présenter des données qui sont extraites du bilan des données que publie ERAC annuellement. J'en profite pour préciser le fait que nous surveillons à ERAC des polluants réglementés dans le cadre de la loi sur l'air. Donc notamment les particules fines, les oxydes d'azote, les oxydes de soufre, le benzène. Vous seriez en droit de dire, mesurez-vous à ERAC des produits plus spécifiques, comme par exemple le butadiène dont on parlait tout à l'heure, ou le benzoapyrène. Alors, le benzoapyrène fait, lui, l'objet d'une réglementation, très bien. Donc, en effet, il fait l'objet d'une surveillance d'ERAC. Ceci étant, c'est un produit dont nous considérons que les émissions principales ne sont pas du tout des émissions industrielles. Le chiffre évoqué tout à l'heure est extrêmement faible comparé aux émissions globales, puisque le benzoapyrène provient principalement du secteur tertiaire. C'est-à-dire, concrètement, c'est le chauffage. Dès qu'on brûle, on fabrique du... Bon. Donc, en l'occurrence, il n'y a pas spécifiquement de mesure de benzoapyrène sur le territoire. Alors, également, un petit mot en termes de méthodologie. Alors, même si, je m'en excuse, les graphes sont vraiment petits, c'est difficile à voir, mais vous avez dans la partie supérieure l'évolution sur une période significative des polluants qui sont présentés. Donc, en l'occurrence, ici, on parle des particules fines en suspension, qui est, comme vous l'avez compris, j'insiste, vraiment notre souci numéro 1 en termes de pollution atmosphérique en zone urbaine. Donc, on voit sur une période qui va de 2007 à 2012 l'évolution en fonction des sites de mesure, Bordeaux, Pau, Bayonne, Périgueux, Agen, Dax. Nous sommes ici en site, alors ça c'est des sites urbains, enfin des stations de fond. Nous avons ici la proximité automobile, des sites, des zones rurales et des zones industrielles. On observe quasiment systématiquement pour les grandes agglomérations soit une stagnation, soit une baisse des concentrations. En l'occurrence, en faisant un zoom sur ce qui est observé sur la presqu'île d'Ambès, la station de Bassins, qui effectivement mesure ce polluant, enregistre une valeur moyenne de 22 microgrammes par mètre cube, considérant que la limite réglementaire est de 40. Donc nous sommes très largement en deçà de la réglementation. C'est également vrai pour l'indicateur qui concerne les dépassements journaliers, puisqu'on enregistre 10 dépassements comparé à 30 qui est autorisé par la réglementation. En ce qui concerne le dioxyde d'azote, nous observons, alors de façon là en l'occurrence très majoritaire, une diminution très globale sur l'ensemble des sites de mesure, bien évidemment sur les grandes agglomérations, mais sur l'ensemble du territoire. Alors c'est principalement lié à l'évolution du parc routier, notamment les normes Euro qui imposent aux constructeurs automobiles de réduire fortement les émissions d'oxyde d'azote. Zoom sur la presqu'île d'Ambès, la station de Bassins enregistre une valeur moyenne de 22 microgrammes comparée à 40 qui est la réglementation. Ambès enregistre 9 par rapport à 40. Donc à nouveau très en deçà de la réglementation. Le dioxyde de soufre, alors là on va zoomer parce que c'est quand même très intéressant. Nous enregistrons, en effet, alors là la période est un petit peu plus longue, c'est quasiment une décennie, 2003-2012, des baisses, vous voyez, moins 60% sur Bordeaux. On en arrive même sur des zones à être en deçà de la limite de quantification de nos appareils. En ce qui concerne la presqu'île d'Ambès, une moyenne. Alors là, le chiffre n'est pas le même que celui qui a été présenté tout à l'heure, tout simplement parce que ce n'est pas les mêmes unités. Là, ce qui est cité ici, c'est la moyenne annuelle. On enregistre 3 microgrammes avec un objectif annuel de 50. Vous voyez qu'on est très très largement en deçà. C'est la même chose pour la zone d'Ambès. Les dépassements, tout à l'heure, Madame de l'EDVA a présenté des dépassements journaliers, je crois. En l'occurrence, en horaire, on est à 2 dépassements sur Bassins, 0 sur Ambès, à comparer à 24 autorisés par la réglementation. Donc des niveaux qui sont globalement extrêmement faibles.
Et aujourd'hui, en l'occurrence, le SO2 n'est absolument pas plus une problématique. Le benzène, qui a également été évoqué à plusieurs reprises. Alors, deux façons de présenter les données. Premièrement, une évolution annuelle. Alors attention, l'échelle ici est inversée par rapport au slide précédent. 2007 est ici, 2012 est ici. Vous voyez l'objectif qualité benzène, la valeur limite benzène. Donc l'objectif qualité est en bleu, la valeur limite est en rouge. Et les mesures constatées sur la station de Bassens sont les petits pavés ici verts, qui sont bien évidemment très largement en deçà de la réglementation. Alors, on pourrait aussi se poser la question de se dire, mais est-ce que la station elle-même de Bassens est représentative du territoire? J'évoquais tout à l'heure la question par les études de représentativité de nos stations. Pour répondre à cette question, on réalise des cartographies. Je ne rentre pas dans le détail de la méthode. On implante sur le territoire un certain nombre de petits capteurs et ça nous permet, par le biais d'outils mathématiques, de faire une représentation visuelle des concentrations dans l'air. Donc bleu, c'est très faible, rouge, c'est très élevé. Vous avez donc ici l'ensemble de l'agglomération, ça c'est la rocade bordelaise. Vous voyez des concentrations qui sont effectivement importantes en centre-ville, c'est bien normal. La première source de benzène, c'est le trafic routier. D'accord. Par contre, avec des concentrations qui, sur la presqu'île d'Ambès, qui démarre par ici, Bassens c'est ici, qui reste évidemment extrêmement faible et tout à fait conforme. Donc nous n'avons pas de pic spécifique enregistré sur l'ensemble du territoire. C'est cet argument qui nous permet effectivement d'affirmer la représentativité de la station de Bassens sur le territoire. Alors en conclusion, avec nos données, nous avons donc une vision globale effectivement de la qualité de l'air sur la zone étudiée. Pour les polluants dits urbains, les émissions industrielles sont une partie non majoritaire des émissions totales, PM10, NOx. Les parties majoritaires étant, comme je le disais tout à l'heure, je le répète, premièrement, le secteur routier, le secteur du transport, deuxièmement, le secteur tertiaire, c'est-à-dire le secteur du chauffage. L'étude de risque sanitaire correspond à la réalité à laquelle sont exposées les populations pour la partie concernant les émissions industrielles. Je confirme effectivement, comme je le disais tout à l'heure, qu'il n'y a pas de distinction, il n'y a pas eu de surprise entre les chiffres annoncés et les mesures réalisées par ERAC. Et enfin, les suites éventuelles de l'étude de risque sanitaire, les travaux et évolutions qui peuvent effectivement être malgré tout enclenchés à partir de cette étude, doivent être intégrés dans les plans de lutte contre la pollution atmosphérique. Je cible bien évidemment le plan de protection de l'atmosphère. Voilà, merci de votre attention et je reste, comme je le disais tout à l'heure, à votre disposition pour des questions. Pas de questions? Si, question. En fait, c'est bien de faire plusieurs passages comme ça, avec des problématiques différentes. Il me semble, non? Je sais pas. Oui? Non. Pas de questions. On a commencé avec 10 minutes de... Monsieur le maire, non? Rien. Question? Est-ce que ça répond à la question tout à l'heure concernant les trois sources, en fait, hein? Pollution atmosphérique, urbaine, domestique, le transport et l'industrie. Ah oui, ça je crois qu'il y a des axes de progrès. Est-ce qu'on peut peut-être demander effectivement... qu'est-ce qui serait utile qu'on mette sur le métier comme ouvrage pour continuer ça? C'est-à-dire d'abord ne pas perdre les données, les suivre, c'est-à-dire avoir une petite réflexion d'observatoire un peu sur le... Qui propose? Madame Le Débat, peut-être... pourrait nous parler des études de risque sanitaire qui ont eu lieu à d'autres endroits en France et qui ont fait l'objet d'études complémentaires. Est-ce qu'ils se sont plantés? Est-ce que ça a été utile?
Est-ce que ça pourrait être utile pour les populations de la presqu'île d'Ambès d'envisager de faire quelque chose en commun sur ce sujet? Alors pour les suites qui ont pu être données aux autres études, alors ce qu'il y a, c'est que principalement les études que l'on a menées jusqu'à maintenant sont des évaluations des risques sanitaires, donc globales, mais axées sur les industries. Et on commence aujourd'hui en fait à mener ce qu'on appelle des études de zone, donc qui sont beaucoup plus larges et qui intègrent effectivement plus de sources et plus de milieux, puisqu'il y a quand même des études qui ont été menées en considérant effectivement les concentrations mesurées dans les sols et qui donc intégraient également le fonctionnement passé des sites industriels notamment. Donc, alors on a fait principalement des prélèvements de sol et on a également dans certains cas également prélevé des végétaux et des matrices animales. Donc, les matrices animales, c'est le lait ou les œufs. Pour l'instant, on n'a encore jamais prélevé de viande. Après, sur les suites qui ont pu être données, dans certains cas, sur une étude de zone dans le sud, une étude épidémiologique a été menée suite aux résultats de l'ERS. Enfin, les résultats de l'ERS ont permis de cibler de façon plus spécifique l'étude épidémiologique, puisque ça a permis d'aller rechercher les cancers en fait, spécifiques aux polluants qui étaient ressortis comme substances d'intérêt sanitaire sur la zone. Et puis après, effectivement, quand on prend des sources plus larges, en fait, les modalités de gestion deviennent un peu différentes, puisqu'on peut retrouver des choses, voilà, notamment dans beaucoup d'études, on retrouve les dioxines qui ressortent, les dioxines qui ne sont pas forcément d'origine industrielle, hein. Voilà. Qui sont même, voilà, enfin pas majoritairement d'origine forcément industrielle, hein, vu les endroits auxquels on les a retrouvés majoritairement. Et pour autant, l'étude de zone permet de gérer cette problématique-là et permet de gérer peut-être des habitudes de consommation et des préconisations en termes de